Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. Alors Elisabeth, ne t'inquiète pas, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais on a le replay les replays qui sont quand même très utilisés, donc c'est toujours intéressant. Et puis normalement, ça se remplit un petit peu au fil de la réunion. Donc, merci. Ben là, je vois que vous connaissez les règles. Donc, merci de couper vos caméras et vos micros. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est utilisé en replay, sinon on a toutes les petites les petites photos de tout le monde et c'est un peu le bazar et surtout un bruit de fond. Et donc, ce soir, eh ben, on a le plaisir d'accueillir pour un atelier Zona. Elisabeth Botello-Nevers, que je vais laisser te présenter après, mais pourquoi le Zona? Bah parce que pour ceux, sans doute vous le savez déjà, mais il y a un vaccin donc, qui a été décommercialisé l'été dernier et un autre l'a remplacé. Et le calendrier vaccinal 2024 donc, proposait une nouvelle recommandation. Donc, bon, on s'est dit, on a laissé le temps qu'il soit bien remboursé, etc., que tout soit bien en ordre et qu'on allait faire un petit point. Donc, l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, on a comme d'habitude quatre questions ce soir et après chaque question, on pourra faire un petit temps sur les points urgents, je dirais, qui sont liés à ce qu'on vient de faire, mais on fera plutôt un échange à la fin, hein, ce qui permet d'avoir un peu plus de temps à la fin pour parler. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, soit à l'oral, soit à le chat, comme vous voulez. Et Elisabeth, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Anne. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée parce que je suis effectivement les actions que vous faites et je vous en remercie tout d'abord. Et puis c'est toujours des postes qui sont intéressants. Donc vraiment, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis Elisabeth Botello-Nevers, je suis PUPH de maladies infectieuses au CHU de Saint-Étienne et je m'intéresse depuis longtemps à la prévention et bien entendu à la vaccination et la prévention des maladies infectieuses par la vaccination, par plusieurs axes. Alors à la fois par de la recherche clinique, parce qu'au sein de l'équipe, on fait beaucoup de recherche clinique en vaccinologie, en lien avec un centre d'investigation clinique au CHU de Saint-Étienne. Aussi par des aspects immunologiques un peu plus fondamentaux au sein de mon laboratoire de recherche avec notamment notre immunologiste Stéphane Paul. Et puis à Saint-Étienne, on aime bien s'intéresser aussi aux approches un petit peu autour de l'acceptabilité de la vaccination, notamment des nouveaux vaccins, des vaccins en développement, des nouveaux vaccins. Et on fait ça au sein d'un institut qui s'appelle Présage et au sein d'une chaire qu'on a appelée Prévention, Vaccination, Contrôle de l'infection. Donc effectivement, comme je travaille pas mal sur les vaccins, je vais vous faire état de mes liens d'intérêt, alors non pas de mes conflits, puisque j'ai pas de conflit d'intérêt, mais de mes liens d'intérêt, d'une part par les essais cliniques que je mène, et puis aussi par de l'activité d'échange avec les industriels, en sachant que je ne souhaite pas de rémunération à titre personnel, mais effectivement, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, bah, quand tu veux, Anne, pour moi, on peut commencer quand tu veux. Alors, tu es en mute, je crois. Tu es toujours en mute, Anne. Bah, excusez-moi, je n'arrivais plus à me déconnecter du mute. Donc la question, elle est simple pour moi, elle est plus compliquée pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important de prévenir le zona? Voilà. Donc ça, je pense qu'on Alors, va commencer par ça, c'est peut-être le cœur du sujet. effectivement. Alors, tout d'abord, peut-être pour ceux, pour rappeler un certain nombre de souvenirs, en fait, avant de savoir pourquoi c'est important de prévenir le zona, il faut peut-être juste qu'on revienne sur qu'est-ce que le zona, puisque le zona, effectivement, c'est une infection en fait qui va être liée à la latence, donc finalement à la persistance d'un virus qui est le virus varicelle zona, hein, le VZV, qui est en gros un virus de la famille des herpès virus au sens large du terme, des herpès viridés. Et en fait,
Bah, pour faire un zona, encore faut-il avoir fait, la varicelle. Alors soit la varicelle clinique, le plus souvent dans l'enfance, soit éventuellement d'avoir eu quand même un contact avec le fameux VZV et on va finalement, donc après, une infection, aiguë, une primo-infection à VZV, c'est-à-dire, vraiment cette rencontre avec le virus, on va garder en soi ce virus, notamment au niveau, des ganglions, neurologiques et on va pouvoir d'une part, à cause souvent d'une perte un petit peu du contrôle de cette immunité, avoir un phénomène de réactivation. Et cette réactivation va se faire en fait sous forme d'éruption qui va qui va ressembler à la varicelle, mais qui va être limitée et qui va suivre habituellement justement le trajet neurologique le long des nerfs, comme vous le voyez sur le petit schéma sur la droite. Et finalement, on a ce virus en soi, notre immunité finalement le contrôle, et puis à un moment donné, l'immunité ne va plus être en capacité de contrôler l'infection, et il va y avoir cette réactivation. Alors, des formes de zona, on va voir qu'il y en a un certain nombre. Euh, Ce qui est intéressant aussi de se souvenir, c'est que en France, en fait, finalement, on considère que 99,8% des gens auront rencontré la varicelle. Donc à 99% des gens de plus de 65 ans, pardon, ont en fait rencontré la varicelle en France et donc sont à risque de faire un zona. Et en général, ce taux, il est très important chez les plus de 65 ans, mais il est tout simplement très important chez les adultes, puisque, comme vous le savez, la varicelle circule pas mal en France. Et donc, on va avoir cette phase aiguë lorsqu'on fait un zona avec souvent au début quelques douleurs hein, avant que l'éruption arrive, puis ensuite une éruption qui va apparaître. Vous voyez sur les photos là en haut vraiment ces jolies vésicules hein, qui sont assez caractéristiques du VZV. Et puis, on va pouvoir avoir des formes soit disséminées de zona dans un certain nombre de cas, soit des formes avec des localisations particulières, par exemple au niveau ophtalmologique et il va y avoir des conséquences. Et puis cette phase aiguë qui peut déjà être douloureuse va par la suite, en fait, donc l'éruption va disparaître, mais va persister. Effectivement, les douleurs, souvent, qui vont être les douleurs dans le territoire où le zona aura fleuri, si je peux m'exprimer ainsi, où les vésicules seront apparues. Et ces douleurs, en fait, elles vont persister pendant des mois, voire des années. Et puis, par ailleurs, le virus de la varicelle zona, le VZV, a aussi cette capacité à inflammer finalement, ne serait-ce que les vaisseaux, par exemple. Et on sait qu'il va y avoir un risque majoré en lien avec le VZV sur des choses telles que les AVC, par exemple, également, des événements éventuellement vasculaires. Et puis, il va y avoir aussi, et ça c'est problématique, ces douleurs chroniques, elles vont persister et comme toute douleur chronique, elles vont engendrer finalement des problématiques de santé. Et puis malheureusement, faire un zona, je reviens 5 secondes en arrière, hein, vous voyez sur la figure là avec finalement le contrôle d'immunité, ben, on fait un zona, on va effectivement en quelque sorte réactiver son immunité, mais quelques temps plus tard, on peut éventuellement, malheureusement, refaire un zona, c'est-à-dire que c'est une immunité qui ne va pas être complète. Alors, effectivement, le zona, on le verra d'ailleurs tout à l'heure davantage, c'est beaucoup présent chez les sujets âgés, puisque l'incidence augmente avec l'âge, mais on voit qu'il y a aussi d'autres complications, soit des comorbidités, soit tout simplement des situations d'immunodépression. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, plus l'immunité va être affaiblie, plus le risque de zona va augmenter, et y compris chez des sujets relativement jeunes. Et puis sinon, bah, tout simplement, quand on prend de l'âge, on va augmenter son risque de zona. Donc ce risque de zona, il est présent chez les sujets âgés du fait de l'immunosénescence. Il peut être présent chez des gens un peu moins âgés avec un certain nombre de comorbidités. Et puis, il va vraiment être, ce risque va augmenter chez les sujets qui sont des sujets dont l'immunité est extrêmement faible, notamment l'immunité cellulaire.
Et donc, vous pouvez voir que, par exemple, chez des gens qui sont transplantés d'organes solides ou transplantés de moelle, ce risque va vraiment être plus important encore en population générale. Alors, je vous propose de regarder un tout petit film pour montrer l'impact du zona. Tout ça pour pouvoir effectivement répondre à la question de bah, pourquoi c'est important. Alors, j'arrête mon partage quelques secondes. Si je parle trop vite, vous me le dites aussi parce que j'avoue que parfois j'ai un débit de parole un peu Non, ça rapide. va, ça va. Ah, ça va, bon, tout va bien. Alors, ce petit film, il dure 2 minutes, mais je trouve qu'il représente très bien, hein, c'est un petit film qui a été fait par des collègues américains hein, et qui permet bien de montrer l'impact du zona, notamment chez la personne âgée. Vous le voyez bien? Mhm. Oui, oui. Voilà. Alors, hop, de nouveau, j'arrête mon partage. Je reviens sur euh, ma présentation. Et comme je le disais, en fait, ce petit film, je trouve qu'il a vraiment le mérite de voir en fait l'impact que le zona va avoir bien au-delà de l'éruption. Parce que dans cette petite vidéo, on voit, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Oui, Anne? ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. En plein écran. On voit vraiment finalement, y compris par les modifications de couleurs, hein, tout d'un coup ce gris, ce sépia qui arrive dans la vie de cette personne âgée, qui pourtant est dynamique et fait plein de choses avec son petit-fils. Parce que le zona va avoir vraiment un fardeau important chez les immunodéprimés, avec vraiment un risque quasi vital, hein, une atteinte du virus dans plusieurs organes, hein, ce qu'on appelle les zonas disséminées, mais de façon plus fréquente et quelque part plus sournoise. Le zona va vraiment avoir un impact majeur chez le sujet âgé, tout simplement à cause de ces douleurs donc aiguës, à la phase aiguë, ou ces douleurs post-zostériennes, qui, comme on le voit sur la vidéo, vont avoir un impact important sur la vie des sujets âgés. Impact qui va être effectivement physique, psychique. On voit bien cette dame dans la vidéo finalement qui se renferme un peu sur elle-même. Fonctionnel, parce que quand il y a des douleurs chroniques avec éventuellement des gènes, ça va être effectivement compliqué de continuer à assurer son quotidien. Et puis, bah, comme un repli sur soi, comme on le voit dans cette petite vidéo. Nos collègues gériatres, ils nous disent bien que ces douleurs sont tellement invalidantes qu'il va falloir mettre en place des traitements antalgiques, hein, et moi, dans ma pratique d'infectiologue, on le voit parfois aussi. Et le problème de ces antalgiques, c'est qu'eux-mêmes vont avoir des conséquences importantes chez les sujets âgés, avec des confusions, hein. On sait que c'est des molécules qui sont parfois assez confusiogènes, éventuellement des chutes, pourquoi pas des interactions médicamenteuses aussi. Donc, très clairement, le pourquoi de s'intéresser aux zona, d'essayer de le prévenir, c'est bien sûr de prévenir la phase aiguë, mais c'est surtout toutes les conséquences qui vont suivre en lien avec ce zona. Et puis, il y a des complications qui effectivement sont pas encore très très bien connues, mais il commence à y avoir des éléments hein, sur le fait que on a une augmentation de l'hospitalisation, notamment chez les sujets âgés et notamment en lien avec des événements cardiovasculaires hein, dans les suites de zona. On a une majoration du risque d'accident vasculaire cérébral, hein, du fait notamment que ce virus a cette capacité à induire de l'inflammation et un peu des vascularites.
Et puis, il y a des éléments autour du risque de démence. Et puis, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur cet aspect-là. Ces douleurs, autant l'incidence du zona augmente avec l'âge, hein, comme on le voit ici, notamment à partir de 50 ans, et quel que soit le pays, mais les douleurs, elles vont finalement être encore plus importantes quand on est âgé. Et donc, vraiment, le fardeau, il est à ce niveau-là. Et puis, dernière chose, ça a été dit dans la vidéo, hein, au vu des taux d'incidence, bah, ça veut dire que effectivement, il va pouvoir y avoir finalement touché suffisamment de personnes pour que autour de nous, de notre entourage, on connaisse quelqu'un qui a fait un zona et qui a pu éventuellement avoir des conséquences de ce zona. Et puis, bien sûr, ça a aussi des conséquences sur l'hospitalisation. Ça, c'est des données maintenant un peu anciennes du PMSI, mais des données françaises, où on voit que finalement, le nombre d'hospitalisations pour 100 000 personnes augmente vraiment en lien avec l'âge, et notamment chez les sujets beaucoup plus âgés, quand il y a ne serait-ce qu'un zona de type éruption, sans même aller chercher des gens qui auraient des immunodépressions très profondes avec des zonas disséminés. Ça, c'est les dernières données du réseau Sentinelle, où effectivement, on a une incidence d'environ 350 cas pour 100 000 habitants, et on est à peu près sur ces incidences-là au niveau mondial. Et puis, dernière chose pour l'importance, c'est que effectivement, parfois, en tant que soignant, on n'a pas l'impression d'en voir tant que ça, mais c'est donc important d'avoir les chiffres au niveau national. Et puis, encore une fois, cette incidence, forcément, elle va être plus importante chez les sujets âgés notamment. Je vais me taire. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites questions par rapport à cette problématique du zona là, qu'on vous a présentée? Personne ne vous posait de questions, pas de main qui se lève, pas de petites questions dans le chat. J'ai une petite question, mais elle sera plutôt pour la fin. Alors, est-ce que stress et fatigue sont des facteurs favorisants? Alors effectivement, c'est des choses qui sont observées c'est vraiment sans doute autour du contrôle un petit peu de cette immunité face à ce virus latent que ça se joue. Donc, dans des périodes effectivement de stress très intense, ou éventuellement de fatigue très intense, où notre système immunitaire aussi peut être je dirais stressé entre guillemets, effectivement, bah, le contrôle peut être moins bon, et il peut y avoir un zona. On est effectivement sur des herpès viridés, hein, et on sait que pour un cousin germain, alors j'espère qu'il n'y a pas de virologue qui m'entendent parce qu'ils n'aimeraient pas que je parle comme ça, mais par exemple pour l'herpès simplex, qui est un virus aussi, on va dire, relativement apparenté, on peut avoir des phénomènes comme ça de réactivation sur un phénomène de stress, par exemple. Donc, en effet, il y a un contrôle moins bon de l'infection qui doit se jouer et qui peut être associé à ça. Alors peut-être juste comme comme on est sur la clinique là, peut-être juste là, on n'a pas reparlé de de la contagion du zona et voilà, bon, Ah, est-ce qu'on doit considérer que c'est contagieux? Est-ce que quelqu'un qui a le zona, il doit s'enfermer chez lui, etc. Peut-être avant de... Alors, ce qui est certain, c'est que quelque part, si on a des contacts avec les vésicules, hein, c'est qui contiennent du virus, et que potentiellement on est soi-même du coup non immunisé contre ce virus, donc on n'a pas fait la varicelle, qu'on n'a pas d'anticorps contre le VZV, par éventuellement des manipulations, il peut y avoir une contamination. Il y a dans la littérature quelques case reports qui rapportent aussi potentiellement une sorte d'aérosolisation en lien avec les lésions, et qui pourrait faire qu'il y ait une contamination. Globalement, par exemple, dans les centres hospitaliers, souvent, on va quand même mettre, on va dire, un isolement pour les personnes qui ont des zonas. Mais ce qui est certain, c'est qu'une varicelle est bien plus contagieuse qu'un zona.
Par contre, si quelqu'un a un zona et qu'il a dans son entourage, par exemple, soit une femme enceinte qui n'aurait pas fait la varicelle, soit des gens très immunodéprimés, et ben, potentiellement, on peut effectivement faire un peu plus attention. Après, d'ici à s'enfermer chez soi, ça me paraît extrêmement, je dirais, peut-être un peu trop strict. Mais en tout cas, autour des lésions, faire attention que quelqu'un qui serait à risque de faire de faire, pardon, une varicelle ne viennent pas manipuler sans précaution les lésions. Par contre, effectivement, heu, enfin, par contre, quelqu'un qui a déjà fait la varicelle, c'est pas parce qu'il est en contact avec quelqu'un qui va faire un zona que lui-même va faire un zona. D'accord? Ça se joue un petit peu, différemment. Et quelqu'un qui a déjà fait la varicelle et qui va être en contact avec un enfant qui a la varicelle, une personne âgée qui garde ses petits-enfants, c'est une question aussi qui t'est posée. Est-ce que c'est un sur-risque de déclencher le zona, Alors, d'être en contact avec le virus? ça stimule sans doute un peu l'immunité, VZV et peut-être que, justement, ça va booster un petit peu l'immunité VZV et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour, contrôler le zona. Ok. Alors, une autre petite question. Je prends les deux qui sont dans le chat et puis après, on va passer à la suite. Le zona post-vaccinal. Alors, c'est vrai que moi, j'étais en centre de vaccination Covid. On a quand même eu quelques patients qui sont revenus entre deux doses avec voilà, la première vague de vaccination avec un zona. Mmh. Alors, là aussi, hein, c'est des choses qui, effectivement, ont pu, être, observées. Alors, il y avait eu effectivement, beaucoup d'analyses de pharmacologie, hein, pardon, pas de pharmacologie, de pharmacovigilance, excusez-moi, qui s'étaient intéressés justement au sur-risque potentiel, après, notamment les vaccinations, Covid autour du zona et si mes souvenirs sont bons, alors je vais être honnête, il faudrait que je revienne, vraiment sur les papiers. Effectivement, certaines avaient montré quand même un léger sur-risque, et ça s'explique probablement parce que, bah, à partir du moment où, vous stimulez potentiellement le système immunitaire et ben, ça peut éventuellement interagir et faire que ça contrôle peut-être un peu moins bien, justement ce VZV. Donc ça, c'est des choses, qui sont décrites et puis, le stress au sens, immunologique du terme, engendré par la vaccination pourrait potentiellement aussi, jouer là-dessus. Mais en tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'explications, très, très, certaines sur, ce qui engendre ça, mais c'est des choses qui ont été effectivement, observées avec un léger, sur-risque. En sachant que, de toute façon, on peut aussi, c'est pas parce que forcément ça survient, vous le savez, après une vaccination que c'est lié et que, bah, quand on est, typiquement dans la tranche d'âge, au-delà de 65 ans, on est plus à risque de faire un zona et dans un certain nombre de cas, surtout au moment du Covid, quand on a vacciné en masse un peu tout le monde, ben, on aurait pu aussi faire un zona parce qu'on devait faire un zona dans tous les cas. Mais il se passe peut-être quand même des petites choses. Alors, dernière petite question rapide. Au bout de combien de temps le zona guérit totalement, notamment chez un jeune? Alors, ça va enfin, l'éruption, elle va, guérir quand même assez, rapidement, hein, on va dire en quelques jours et par contre, ce qui va persister, en général, c'est un peu comme la varicelle, hein, il va y avoir, il y a les vésicules, ensuite il y a les croûtes, qui apparaissent et puis après ça cicatrise. Par contre, ce qui peut persister et y compris chez un jeune, c'est quand même des douleurs, qui peuvent être parfois, invalidantes. Alors effectivement, quand on est jeune et qu'on fait un zona, on est moins à risque de faire des douleurs, post-zona, hein, qui se chronicisent, mais c'est quand même possible, que, ça survienne et donc dans ces cas-là, on est sur des temps beaucoup plus longs. Mais l'éruption en soi, elle va pas, elle va durer, quelques jours, globalement, à, disparaître. Alors, merci beaucoup. On enchaîne sur la question suivante qui était, bon, donc il y avait une recommandation depuis 2016 avec un vaccin vivant et pour les 65-74 ans, hein, puisqu'on voit bien que c'est la cible en tout cas, le vieillissement est la cible du zona en particulier. Et puis, ben, depuis 2024, une nouvelle recommandation avec un nouveau vaccin, donc une recommandation plus large et avec un vaccin pas vivant. Et donc, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos par rapport à ça? Qu'est-ce qui a tranché là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme
avantages, améliorations du service rendu, si j'ose dire, pour parler comme la HAS, par rapport, d'un vaccin par rapport à l'autre. Alors effectivement, comme tu l'as très bien dit, en France, et depuis de nombreuses années, il y avait une recommandation, avec un vaccin, vivant, atténué contre le zona. Hem, ce vaccin-là, on a, parfois, beaucoup entendu dire qu'il n'était pas efficace. Moi, je suis pas d'accord. C'est un vaccin qui avait, une efficacité, qui réduisait le risque de zona et qui réduisait aussi le risque, de douleurs, post-zostériennes. Pour autant, en fait, effectivement, c'était d'une part un vaccin vivant atténué, donc un vaccin qu'on ne pouvait pas faire chez des immunodéprimés, d'accord, très clairement. Donc, on a vu que le zona, le risque, c'est les sujets âgés, mais c'est aussi les sujets immunodéprimés. Et puis parfois, on est un peu âgé et immunodéprimé. Donc ça, c'était problématique. Et puis, la recommandation était une recommandation quand même avec une fenêtre assez courte, hein, 65-74 ans. Et il y avait quand même un élément de reste à charge qui était important puisque, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le remboursement était à hauteur de 30. Donc malheureusement, c'est une vaccination qui n'a, pas pris, en France, hein, puisque, avec le vaccin, vivant, atténué, on était sur une couverture vaccinale qui était de l'ordre de moins de 5. Donc, vous imaginez bien que, effectivement, c'était, pas, extraordinaire. Et puis, effectivement, un nouveau vaccin a été développé depuis déjà un certain nombre d'années, puisque cette vaccination, avec un vaccin, cette fois-ci, donc, qui est un vaccin inerte, donc, comme tu l'as dit, pas vivant, c'est un vaccin, qui est dit recombinant parce qu'il, est, composé finalement, d'un certain, d'une glycoprotéine, hein, qui est, du VZV, avec, effectivement un liposome et de l'adjuvant. Et finalement, ce vaccin, recombinant, bah, il a été, utilisé, depuis maintenant, plusieurs, années, enfin depuis 2017 si je ne dis pas de bêtises, dans certains, pays, en montrant effectivement une efficacité qui est, quand même, très importante. On va, y revenir, à la fois sur le zona et sur, les douleurs, post-zona. Et puis comme c'est un vaccin recombinant, comme c'est un vaccin qui est inerte, inactivé, on va pouvoir non seulement vacciner les sujets âgés, avec, il est adjuvanté, donc habituellement plutôt avec une bonne réponse. Et puis, il va pouvoir aussi surtout être utilisé chez les personnes immunodéprimées et on a enfin une solution de prévention à proposer chez ces patients immunodéprimés. Donc effectivement, c'est pour ça que la CTV et l'HAS a donc recommandé de changer de vaccin heu et de recommander ce vaccin, qui est donc recombinant, qui se fait avec, 2 doses, on y reviendra, un petit peu tout à l'heure et qui, permet, finalement d'être proposé aux personnes âgées et aux immunodéprimés à partir de 50 ans. Donc ça, c'est effectivement ce que la HAS, recommande. On a, un remboursement à hauteur de 65, ce qui, par rapport, au vaccin, vivant, atténué, peut être aussi, peut-être, un frein en moins, et puis, il y a une prise en charge, mutuelle et effectivement, la recommandation, c'est de vacciner avec ce vaccin recombinant 2 doses, à la fois toute personne, adulte, donc de 18 ans et plus, dont le système immunitaire est défaillant. Donc notamment, tout à l'heure, je suis peut-être passée un petit peu vite, mais il y avait du rouge, vers les immunodéprimés, donc toutes les personnes, qui effectivement reçoivent des traitements, immunosuppresseurs, ou ne serait-ce que par exemple une corticothérapie, au long cours ou des patients dont l'état de santé, fait que, leur immunité, notamment leur immunité cellulaire est très faible. Et effectivement, ce vaccin, il va se faire en 2 doses. Une dose et puis après, habituellement, on va revenir faire la deuxième dose 2 mois plus tard, ou éventuellement on peut décaler un petit peu plus, voilà. Ce qui est intéressant avec ce vaccin aussi, c'est que, on va le voir, il y a une efficacité intéressante et donc il peut être, proposé, chez les personnes qui ont potentiellement déjà fait un zona, puisqu'avoir fait un zona,
ça n'empêche pas de pouvoir en refaire un. Donc voilà. Comme on peut avoir une efficacité intéressante, ben, des gens qui ont reçu le vaccin vivant atténué peuvent potentiellement bénéficier de cette vaccination avec ce vaccin recombinant. Et puis, là aussi, ce qui est important, c'est que en l'état actuel des connaissances, ben, il n'y a pas d'indication à faire de rappel avec ce vaccin. Alors, les choses pourraient à terme bouger, mais en tout cas, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas d'indication à faire des rappels. On fait donc les 2 doses de primo-vaccination et puis on s'arrête là. Et éventuellement, quand on a quelqu'un qui va être immunodéprimé et qu'on veut le protéger, ben, on essaye de commencer, si possible, la vaccination au plus vite avant de mettre en place les traitements qui viendraient immunodéprimer la personne avant, par exemple, une chimiothérapie ou ce genre de choses. Donc, l'efficacité de ce vaccin recombinant, ben, vous voyez, dans les études, ça c'est les études pivot, comme on dit, hein, les études de phase 3 menées avant la mise sur le marché, ben, on a des efficacités pour réduire le zona et avec un maintien intéressant, y compris chez les sujets âgés, qui est de l'ordre de plus de 90%. En vraie vie, alors bien sûr, en vraie vie, souvent il y a des petites différences, mais vous voyez que globalement, on a une efficacité y compris chez les sujets de plus de 65 ans, qui est de l'ordre de 70 à 80%. Et puis, elle est maintenue avec le temps, puisque les études maintenant ont aussi continué, hein, et donc on voit que cette étude se maintient avec le temps, se maintient avec l'âge, et puis de façon aussi très intéressante, parce que c'est bien d'éviter de réduire le risque d'éruption, mais c'est encore mieux de réduire le risque de douleur post-zona, hein, ce qui est vraiment ce qui greffe le fardeau de cette infection. Il y a une efficacité pour réduire les infections post-zostériennes de l'ordre de, pareil, 80-90%, un petit peu moins dans certaines études, mais globalement, on garde une très bonne efficacité avec une réduction très importante du risque de ces douleurs. Et puis récemment, alors pas si récemment que ça, parce qu'il y avait eu déjà des données avec l'ancien vaccin qui était vivant atténué, on a des données qui sont intéressantes sur l'efficacité, ou du moins plutôt sur l'impact potentiel d'un vaccin euh, contre le zona, et notamment d'un vaccin recombinant sur le risque de démence, hein. Alors, ça a été publié dans Nature Medicine, hein, qui est un journal habituellement quand même qui est extrêmement prestigieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on ne peut pas vraiment sur des choses comme la démence, randomiser les gens, donc certains les vacciner, puis d'autres pas les vacciner, et puis attendre que la démence survienne dans les 2 groupes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu finalement des situations un peu quasi, pas expérimentales, mais naturelles, qui ont permis justement d'avoir 2 populations et de les comparer. Il y avait déjà eu ça justement avec le Zostavax, notamment au Pays de Galles, parce que en fait au Pays de Galles on vaccinait jusqu'à un âge très précis, et les gens qui étaient nés en fait un jour plus tard, enfin par exemple, ne rentraient pas dans cette cohorte, donc eux n'étaient pas vaccinés. Donc il a pu comme ça être démontré qu'avec le vaccin vivant atténué, l'ancien, il y avait déjà on observait moins de démence chez les gens qui avaient reçu le vaccin, notamment les femmes. Et en fait, aux États-Unis, ils ont en fait changé de façon assez abrupte, d'ailleurs comme nous en France, sauf que nous, on vaccinait très peu avant, de vaccins. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un vaccin qui était effectivement le vaccin vivant, que vous voyez ici en bleu, à un vaccin recombinant. Et globalement, en une année, ils ont complètement arrêté un vaccin pour en commencer un autre. Et ils ont regardé, parce que eux, ils vaccinaient effectivement depuis 2000, à partir de 2017 avec ce nouveau vaccin recombinant. Et ils ont regardé comment les gens qui avaient reçu l'un ou l'autre vaccin évoluaient et présentaient éventuellement des signes de démence.
Et donc, vous voyez que ça, c'est en bleu, c'est, finalement la probabilité, enfin la survenue de démence, heu, avant 2017, donc avec finalement le vaccin, vivant. Et puis en rouge, c'est la survenue de démence, finalement, après, 2017. Et on voit que la courbe s'infléchit et on voit aussi, alors je suis désolée, ma slide est peut-être pas très jolie, mais on voit qu'effectivement, bah, il y a moins, il y a moins de zona, il y a moins, également de pardon, il y a moins de zona ici par le bas, il y a moins de zona chez les hommes et chez les femmes, mais il y a aussi moins de démence qui était leur outcome, leur primary outcome, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient regarder en priorité, quand, chez les gens qui avaient reçu le vaccin recombinant par rapport au vaccin qui était vivant atténué. Et dans les deux cas, quand même, globalement, les deux vaccins étaient associés à moins de démence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment valable pour toutes les démences, à part deux types de démences qui sont des démences un peu particulières. Donc là aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui montrent bien non seulement que la maladie va pouvoir avoir des impacts bien au-delà de l'éruption, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les impacts vasculaires, les douleurs qui se chronicisent, mais que le vaccin, en évitant un certain nombre de phénomènes, et notamment de zona, va pouvoir aussi éviter un certain nombre de complications liées à ce zona. Alors, avant de te poser des questions sur la tolérance, parce qu'il y en a, j'en ai une déjà, mais de toute façon, on va en parler avant. Il y a une question technique enfin technique, pratique qui m'est posée, c'est pourquoi il n'y a pas les seringues et les aiguilles dans les boîtes. Tu as une idée, toi, de pourquoi Alors, ça a été? je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre, Non? à cette question, mais effectivement, c'est des choses, qui nous sont rapportées et puis que nous, quand on vaccine, dans le service, alors on a surtout beaucoup aussi vacciné au moment où, justement, il n'y avait pas encore le remboursement en ville. C'est effectivement quelque chose, alors j'avoue que j'ai pas la Non, question, j'ai pas la réponse, donc je voudrais pas vous dire c'est de le seul bêtises. vaccin comme ça qu'on ait en France à titre en dose individuelle où il n'y a pas ce qu'il faut dedans. Mmh, Ça je simplifie pas suis je l'injection, suis on va dire. d'accord, je suis d'accord. Alors, une question, peut-on raccourcir le délai entre deux doses si on a besoin d'immuniser rapidement? Alors Est-ce qu'on aurait besoin d'immuniser? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour les immunodéprimés? Peut-être avant une mise sous traitement immunosuppresseur ou alors effectivement, ce qui est alors je vais revenir, hop, voilà, je vais revenir, en arrière. Globalement, on va essayer de l'administrer le plus vite possible et effectivement, dans cette situation, on peut réduire le délai à 1 mois. Le réduire à moins, c'est pas recommandé. Et puis, de toute façon, il faut quand même un petit peu de temps pour que la première injection, je dirais, fonctionne. Donc on peut effectivement réduire dans ce cas-là le délai, à 1 mois, mais en tout cas, il n'est pas recommandé de le réduire à moins. et après concernant les risques de récidive de zona ophtalmique, est-ce qu'on a des données, sur l'efficacité pour ces personnes qui font parfois plusieurs zonas ophtalmiques, avec des conséquences graves sur la vision? Alors, Heu, encore une fois, globalement, il y a vraiment une réduction du risque, de zona, je dirais, global. Pour être très honnête, il faudrait que j'aille vraiment me pencher sur la question du zona ophtalmique en particulier, mais globalement, il y a vraiment une réduction du risque qui est importante et bon, je pense qu'il doit y avoir une réduction du risque de ces, récidives particulières, là, également. Alors, quelqu'un qui a été vacciné contre le zona avec l'ancien vaccin qui continue à faire des zonas, peut-il être vacciné? Ben, avec le nouveau vaccin, oui, hein, Oui, oui, c'est ce oui, qu'on c'est a dit. recommandé. Alors souvent, ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, alors d'une part parce qu'au début, les vaccins étaient disponibles, mais vous savez, avec on va dire, une mise à disposition un petit peu particulière. Donc, il y a pas eu tout de suite tous les vaccins pour tout le monde. Ce qui a été dit est aussi dans une espèce de démarche qui me paraît assez
raisonnable, c'est-à-dire que autant aller protéger les gens qui ne sont pas du tout protégés. Ce qui a été dit, c'est que les gens qui ont reçu, par exemple, le vaccin vivant atténué, bah, on attendait un an, en gros, avant de les vacciner avec le vaccin recombinant, puisqu'il y avait quand même une protection. Encore une fois, le vaccin vivant atténué, il avait une efficacité, alors qui effectivement était vraisemblablement moindre, y compris quand on regarde l'étude là du Nature, mais il y avait une efficacité quand même. Donc autant attendre un petit peu, mais aujourd'hui c'est tout à fait possible si la personne avait été vaccinée avec le vaccin vivant il y a maintenant largement plus d'un an. Et puis pour les gens aussi qui viennent de faire un zona, hein, ce qui se passe quand on fait un zona, c'est que, entre guillemets, oups, on rebooste son immunité, hein, on remonte un petit peu son immunité, donc on est moins à risque d'en faire un immédiatement après. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a fait un zona qu'on ne peut pas en refaire un. Et donc ces gens-là, il faut leur proposer la vaccination également à partir du moment où ils sont dans les indications. Alors, une question qui rejoint celle que je t'avais dit que je te poserais de toute façon, c'est si la personne pense n'avoir jamais fait la varicelle. Alors là, on pose la question dans le chat, est-ce qu'il y a un risque supplémentaire? Et moi, je te pose la question, je ne crois pas qu'il y ait de risque supplémentaire, au contraire, mais Mm. est-ce qu'il faut faire une sérologie avant de vacciner contre le zona? Alors non, c'est pas des choses qui sont recommandées, tout simplement parce que je vous l'ai dit en tout début d'atelier, en France, on a une circulation de la varicelle, du virus de la varicelle zona qui reste très importante. Et donc, en tout cas, à l'âge adulte, vraiment, globalement, et notamment hein, quand les gens sont âgés, virtuellement, en gros, 100% des gens ont rencontré la varicelle zona. Donc, ils sont le virus de la varicelle zona. Donc, ils sont à risque de zona. Et effectivement, au cas où, bah, c'est pas quelque chose qui pose souci de les vacciner. Mais on est vraiment sur une population en France qui a finalement été infectée de façon le plus souvent apparente, donc avec une varicelle clinique, parfois de façon inapparente, donc avec quand même des anticorps. Et donc, à partir du moment où on a rencontré le virus de la varicelle zona une première fois, on est à risque de faire un zona. Et il n'y a pas de risque de vacciner avec un vaccin recombinant sur quelqu'un qui n'aurait pas eu la varicelle, il n'y a pas vraiment de problématique. Non. Alors, il y a une petite réponse dans le chat sur notre question sur les seringues qui dit que dans les autres pays, il n'y a qu'en France qu'on met les seringues dans les boîtes. Donc, Ah, voilà, il faut faire avec, on va dire, si j'ai bien compris. Donc, si pour enchaîner, du coup, ce vaccin, du point de vue de la tolérance, est-ce qu'il est bien toléré? alors, ce vaccin, hop, pardon, je reviens sur, voilà, merci. Ce vaccin recombinant, il faut quand même, à mon sens, prévenir les patients que, il peut y avoir des réactions. Alors, d'une part, des réactions locales, d'accord? Et effectivement, quand on regarde notamment dans les études pivot, hein, vous voyez qu'il peut y avoir jusqu'à 85% des gens qui vont avoir mal. Et puis, alors, c'est toujours pareil, un peu plus chez les plus jeunes par rapport aux plus âgés. Ça, c'est des choses, la réactogénicité a tendance un petit peu à s'atténuer souvent. On l'a vu avec d'autres vaccins. Et puis, il peut y avoir effectivement, dans de l'ordre de 30% des cas, de la rougeur, de l'induration. Ça dure en général de l'ordre de 3 jours, mais c'est quand même un vaccin qui peut faire un peu mal, donc il faut prévenir le patient. Et puis sur les réponses dites systémiques, hein, les effets secondaires, on va dire généraux, qui vont pouvoir survenir après la vaccination. Alors on reste sur des choses qui sont habituels, peu graves, hein, habituellement peu graves, puisque en hachuré, vous voyez ce qu'on appelle les grades 3, donc quand c'est un peu plus sérieux. Mais sinon, globalement, effectivement, il va y avoir quand même un peu de fatigue, éventuellement un peu de fièvre qui va pouvoir se voir, un peu de maux de tête. Voilà. Donc, il faut prévenir les gens que potentiellement, ils peuvent pendant 2-3 jours avoir bien mal au bras et puis avoir éventuellement un peu de fatigue, un peu de maux de tête. Mais globalement, c'est un vaccin qui est bien toléré. Et par rapport à d'autres vaccins, on est sur des réactogénicités qui sont, je dirais, à peu près du même ordre.
Et puis, encore une fois, c'est un vaccin qui est efficace, vraiment très efficace pour réduire le risque de zona. Et quelque part, ces symptômes-là post-vaccination sont un moindre mal par rapport à la protection qui est attendue. Parce que quand on a un zona, bah, c'est pas pendant 3 jours qu'on va avoir mal, c'est pendant beaucoup plus. Et puis, il peut y avoir après toute la cascade dont on a déjà discuté. Mais je crois qu'il faut effectivement être honnête avec les gens et les prévenir qu'ils risquent d'avoir quand même bien mal au bras et puis éventuellement pendant 2, 3 jours d'être un peu, notamment un peu fatigué. Alors, dans le chat, on parle d'une douleur qui a duré plus d'un mois avec prurite. Alors, après, encore une fois, ça c'est, on est sur, je dirais, les études hein, sur plus de 2000 patients. On a toujours potentiellement des patients qui vont éventuellement réagir de façon plus importante. Je pense que ça, si vous êtes des habitués, je pense que vous le savez, mais je pense que quand on est face à un effet secondaire qui est potentiellement soit inhabituel, soit qui est plus intense que ce qui s'attendrait à être, il ne faut pas hésiter à le déclarer sur le portail signalement, parce que ça permet justement aussi de faire des données de pharmacovigilance en vraie vie. Ça permet d'être transparent aussi vis-à-vis du patient. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas, n'est pas habituel, hein. L'immense majorité des gens voilà, vont avoir mal, mais ça ne va pas durer très longtemps. Mais par contre, je pense que dans ces situations-là, il ne faut pas hésiter à le déclarer. Et si le médecin ou le professionnel de santé ne déclare pas, le patient peut déclarer aussi sur le portail, donc il ne Tout faut à pas fait, hésiter non plus. tout à fait. Et la deuxième dose, parce que tu vois, quand on prévient au patient, le patient qui va avoir mal et qu'il a vraiment mal, qu'il y a une deuxième dose 2 mois plus tard, est-ce que à chaque fois on a la même chose à la deuxième fois ou tu as une idée sur non, sur Non, globalement, alors il peut y avoir quand même, mais en tout cas, j'ai pas vu d'incrémentation. Souvent, c'est peut-être même plutôt un peu plus atténué, mais là aussi, c'est des choses qu'il faut éventuellement surveiller et rapporter si jamais vraiment il y avait des choses qui étaient importantes. Il faut plutôt être rassurant, en tout cas avec les patients, mais il faut pas hésiter à déclarer si jamais on observe des choses qui sont inattendues, on va dire, ou graves. OK. On enchaîne sur la dernière question. S'il n'y a plus de questions sur la tolérance, personne ne lève la main, je surveille. Donc, dernière question, puisque finalement, si on ne fait pas la varicelle, on ne fait pas de zona, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il vaudrait mieux vacciner, comme le font quand même beaucoup, beaucoup de pays, les enfants contre la varicelle, plutôt que de garder cette stratégie qui est de laisser les petits avoir la varicelle pour être immunisés? Alors, effectivement, hein, c'est une bonne question. Et puis, c'est une question, comme aujourd'hui, on parle beaucoup plus de vaccins Zona, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur, bah, finalement, OK, on vaccine contre le Zona, mais si on vaccinait contre la varicelle, ben, finalement, on n'aurait pas de Zona. Alors, c'est à mon avis 2 choses quand même, différentes puisque qu'on le veuille ou non, heu, jusqu'à présent, on n'a pas vacciné en France contre la varicelle et donc encore une fois, l'immense majorité d'entre nous, au vu des séroprévalences, hein, aura un jour potentiellement un zona puisqu'il a déjà rencontré, la varicelle. Donc même si demain, ce qui a priori n'est pas complètement tout de suite prévu, mais même si demain on se mettait à vacciner tous les enfants contre la varicelle, bah, ça veut dire que tous les gens, il y en a quand même beaucoup qui ont rencontré la varicelle, seraient à risque de zona. Il n'y aurait que ceux qui, effectivement, seraient vaccinés contre la varicelle, qui ne feraient pas de zona. Et donc, globalement, Ça pendant sera efficace dans encore une 60. 65 ans. Voilà, exactement, exactement. Donc, ça ne veut pas dire. Alors, moi, je suis infectiologue adulte et effectivement, je suis pas pédiatre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne vaccine pas les petits-enfants contre la varicelle, comme tu le disais, ce qui se fait ailleurs, que malheureusement, sans doute, on ne rattrape pas assez, puisqu'il y a quand même une recommandation hein, de vacciner contre la varicelle chez les ados et éventuellement les jeunes adultes qui effectivement n'auraient pas fait la varicelle, alors sous couvert de contraception quand c'est des jeunes femmes au vu puisque c'est un vaccin vivant atténué. Par contre,
ce qui est certain, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si effectivement la commission technique de la vaccination, la HAS, recommande dans le futur la vaccination varicelle, parce que je crois que un certain nombre de personnes portent un petit peu cette volonté-là, les enfants, bah, c'est pas parce que demain, encore une fois, la recommandation passera chez les enfants qu'il faudra pas vacciner contre le zona tous les adultes en devenir ou tous les adultes déjà âgés qui peuvent faire un zona. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, avant, comme tu le disais, je reprends ton expression, avant 60 ans ou plus, ben, on ne va pas pouvoir arrêter, a priori, de vacciner contre le zona si on veut éviter les conséquences du zona. Bien, merci. Bah, écoute, on a fait le tour. Alors, des petites questions, allons-y. Alors, c'est le moment ou jamais, c'est bien si on ne va pas faire une réunion trop longue pour tout le monde. Euh, alors, recommandation du vaccin dans le cas d'une hypogammaglobulinémie, non, pardon, je suis fatiguée, hypogammaglobulinémie sans substitution non secondaire simple. Je le fais, comprenne La qui question, pourra. c'est y a-t-il une indication à Oui, est-ce qu'il faut vacciner aussi ou est-ce que vacciner? la personne va répondre? C'est ça que j'ai pas bien compris. Ah, bah, recommandation du vaccin. Al- Alors, effectivement, je reviens hop, là-dessus. Voilà. La HAS, dans sa recommandation, a été un peu floue, hein. Le système immunitaire est défaillant. Alors, c'est vrai que c'est notamment sur de l'immunité cellulaire. Après, effectivement, chez quelqu'un qui a une hypogamma-globulinémie, je pense que faut notamment déjà bien les vacciner contre le pneumocoque, par exemple, parce que ça va être des risques importants. Mais en fonction de l'âge et puis aussi parce que potentiellement il peut quand même y avoir chez ces patients-là, je vais revenir sur ma petite slide sur le sur-risque. Hop. On peut bien entendu vacciner. Après, c'est vrai que quand on regarde les sur-risques, c'est notamment effectivement des gens qui vont soit recevoir des médicaments qui vont impacter, notamment les corticoïdes, hein, qui sont souvent pas vécus comme de l'immunodépression, mais qui en sont bien. Ça va être les atteintes au niveau notamment, encore une fois, de l'immunité cellulaire. Mais globalement, sur l'hypogamma-globulinémie, ben, il y a quand même potentiellement un risque de zona. C'est pas forcément la population, le risque de zona sera le plus important, mais pour peu qu'il y ait un autre facteur de risque associé, pour peu que la personne ait effectivement 65 ans, ben, je crois que là, très clairement, il y a pas à douter. Après, est-ce que cette personne qui a une hypogammaglobulinémie répondra correctement à la vaccination? Puisque globalement, les réponses vaccinales sont bonnes, hein, y compris chez des immunodéprimés. Je ne vous ai pas montré les, euh, les chiffres, mais forcément, c'est toujours un peu moins bien que chez le non-immunodéprimé. Par exemple, on sait que chez les gens qui reçoivent notamment du rituximab, hein, des anti-CD20, bah, il faut vraiment essayer de les vacciner le plus précocement avant le traitement, parce que sinon, après, les réponses vont vraiment pas être bonnes. Ça ne veut pas dire Alors, qu'il ne faut pas moi, les vacciner, mais la réponse est moins bonne. donc moi, je n'ai plus de questions personnellement. Est-ce qu'il y a des questions, une petite main qui se lève? Non, personne ne veut poser une question ou ajouter quelque chose ou... Non, tout le monde est fatigué là ce soir. En tout cas, ou alors plutôt c'était tellement clair, c'est vrai. Il y avait vraiment, moi je trouvais ça vraiment très intéressant. Ça répond à plein de questions. Vraiment, moi je rebondis parce que je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, nous les médecins généralistes en particulier, et finalement les pharmaciens, les infirmières, enfin, tous les vaccinateurs, on a de plus en plus de vaccinateurs aujourd'hui. Il faut déclarer quand il y a des effets indésirables un peu inattendus, un peu prolongés. Il ne faut pas hésiter à les déclarer. C'est pas beaucoup de travail. La plateforme, elle est simple. Ils nous relancent pas 50 000 fois. À la limite, même plutôt, ils nous donnent une réponse dans un délai parfois long, mais c'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas à déclarer vos événements indésirables un peu inhabituels.
Oui, enfin moi je pense que c'est vraiment d'une part, une façon, importante d'être transparent. Le fait de déclarer, ça veut pas forcément dire que, on est sûr que c'est le vaccin, parce que parfois il peut y avoir d'autres événements, voilà, qui vont survenir après la vaccination. Il y aura peut-être pas de lien, mais c'est parce qu'on déclare qu'à la fin, la pharmacovigilance justement peut nous dire: «Bah oui, il y a un surrisque», ou, au contraire, il y a pas de surrisque et finalement c'est «le hasard» entre guillemets. Donc je crois que c'est important de déclarer, ça permet de mieux connaître ce qui est vraiment, associé, au vaccin, comme type, d'événements, indésirables qui surviennent après la vaccination et puis ça permet aussi de dire: «Bah, de toute façon, encore une fois, on est transparent et on a plus d'informations. Ça, c'est important et je te rejoins, c'est pas quelque chose qui est, absolument, une usine à gaz, hein. C'est relativement, simple de déclarer. Oui, ça s'est beaucoup simplifié. Avant, c'était très Mmh. compliqué, les papiers, les et rappels, les relances, les machins. Mais ça, maintenant, je trouve et que ça s'est vraiment Et simplifié. puis et puis à mon sens, ça participe aussi à la confiance. Alors ce vaccin, encore une fois, c'est pas un nouveau vaccin, hein, puisque ça fait quand même, depuis, 2017 si je ne m'abuse, qu'il est utilisé, dans d'autres pays. Donc il y a déjà, quand même, quasiment, 8 ans qu'il y a cette vaccination. Donc on a des études en vraie vie dans les autres pays. On a sur l'efficacité, on a des études en vraie vie, aussi, justement sur la tolérance. Donc il y a pas de signaux. Mais en France, c'est un nouveau vaccin et je pense que c'est très, bien voilà, de déclarer quand il y a des choses. Au moins, on est vraiment dans de meilleures, connaissances. Je crois qu'il y avait une question sur la corticothérapie, c'est ça? Oui, voilà. Ben, J'ai voilà. vu Petite question passer. sur la corticothérapie qui diminue, c'est au-delà de 10 ou 20 milligrammes équivalent. Alors, globalement, c'est vrai que parfois on trouve des sources un petit peu différentes, mais effectivement, à partir souvent il est considéré, 20, mais quand on est sur des corticothérapies, au long cours, on peut considérer quand même que quelqu'un qui a, plus de 10, 15 milligrammes par jour, il faut le considérer, quand même comme immunodéprimé et donc à risque notamment, de zona, pas que, mais notamment de zona. Et la dernière petite question, quand proposer la vaccination après un zona suivi de peu de la découverte d'une leucémie lymphoïde traitée? Du coup, on est Alors chez un patient. Déjà, ouais, voilà. oui, alors, de toute façon, effectivement, si la personne vient de faire, son, zona, hem, il est dit, hein, et c'est surtout c'est pas que ça serait grave de vacciner, c'est juste que, la personne à ce moment-là, elle a un peu remonté en tout cas son immunité anti, VZV donc, elle va peut-être pas immédiatement refaire un zona. Elle risque par contre de souffrir de ces douleurs et puis après en fonction de sa leucémie, elle va être potentiellement, traitée pendant un temps donné. Donc typiquement, moi si j'avais un patient qui faisait un zona et à qui on découvrait une leucémie dans la foulée, autant je ferais d'autres vaccins, autant je ferais pas forcément dans l'immédiat tout de suite la vaccination, zona. Par contre, une fois les traitements passés, je tarderai pas à le refaire, surtout si c'est, après à distance un petit peu de l'épisode initial de zona. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, bah si, je pense que c'était très clair, comme tout le reste. Bon, bah, merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, ben, on va vraiment remercier Elisabeth du temps qu'elle nous a consacré et de toutes ces réponses qui nous apportent plein d'éléments pour expliquer à nos patients et puis pour voilà, pour VLS aussi, puisqu'on va le mettre en replay sur le site si vous voulez, pour celles et ceux qui sont présents, le diffuser à vos camarades et aux groupes avec lesquels vous travaillez. Et puis, ben, voilà, ben, merci beaucoup, Elisabeth. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là, parce qu'on était quand même une petite trentaine, donc ce qui est bien. Mais je pense que c'était un thème qui intéressait beaucoup de monde. Et puis, ben, bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. À bientôt.